Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence de Monsieur Albert Armand Marek, sur lequel je vais revenir bien sûr dans un instant. Une conférence qui est organisée dans le cadre du Centre français du judaïsme tunisien. Je remercie Jean-Marcel Nataf de la confiance qu'il m'a faite en me demandant d'ouvrir cette conférence. Vous le savez, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire en ouvrant des conférences de ce type. L'objectif que poursuit le Centre français du judaïsme tunisien, c'est justement de réexplorer, d'explorer, de mettre au jour des sources, des documents, et puis donc de faire revivre toute une histoire du patrimoine juif tunisien, avec bien sûr la dimension religieuse et spirituelle qui est extrêmement prononcée dans cette recherche, mais aussi l'autre dimension du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine historique. Et je dirais que là, ce soir, M. Marek va admirablement croiser ces deux approches et ces deux centres d'intérêt, puisqu'il va nous parler de l'évolution des institutions communautaires et rabbiniques des Israélites de Tunis de 1876 à 1958. Donc, on est vraiment ici dans un dialogue entre l'histoire, la religion, et du coup, cette approche que nourrit le Centre français du judaïsme tunisien va être historicisée par M. Marek. Alors, M. Marek, j'ai le plaisir de le présenter. D'ailleurs, son parcours croise l'histoire, bien sûr, de la Tunisie et l'histoire des Juifs de Tunisie, puisqu'il a été professeur d'histoire en Tunisie et en France. Il s'est très vite intéressé à ce patrimoine dont je parlais à l'instant, en allant consulter, comme tout bon historien, les archives nationales de Tunisie. Et donc, vous avez croisé dans votre parcours des très grands noms de cette histoire, notamment Paul Sebag, sous la direction de qui vous avez soutenu un mémoire de DES, un diplôme d'études supérieures, sur la revendication de la nationalité française par les Juifs tunisiens et le décret du 3 octobre 1910. C'était l'occasion pour une petite minorité justement d'être naturalisé. Et puis, après votre installation en France, vous avez poursuivi vos recherches, toujours sur ces questions de nationalité, d'identité des Juifs de Tunisie, et vous avez soutenu un DEA, un diplôme d'études approfondies, sous la direction d'une historienne bien connue qui a longtemps dirigé la revue Archives juives, que beaucoup connaissent ici, qui est Catherine Nicot. Et à votre jury, vous aviez un des piliers, n'est-ce pas, du Centre français du judaïsme tunisien et l'histoire des Juifs de Tunisie, Claude Nataf. Et donc, on peut dire que vous êtes pleinement, justement, et auréolé de ces beaux titres de recherche, un spécialiste de l'histoire des Juifs de Tunisie à l'époque du protectorat. Et donc, c'est un domaine sur lequel vous donnez beaucoup de conférences dans un cadre associatif ou universitaire. Et puis, vous publiez, bien sûr, aussi notamment un ouvrage sur les Juifs de Tunisie, Histoire d'une émancipation, voilà, que vous nous montrez à l'écran, préfacé par un autre grand spécialiste de l'histoire des Juifs, le professeur Michel Abitbol. Et puis, vous avez aussi participé à la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire du cimetière du Borgel, en collaboration avec Marc et Michel Fellous. Alors, c'est dire si on est ce soir entre de bonnes mains pour entendre cette histoire que beaucoup vont découvrir ou redécouvrir, donc sur l'évolution des institutions communautaires et rabbiniques des Israélites de Tunis de 1876 à 1958. Alors, comme d'habitude, les questions pourront être posées, bien sûr, en fin de conférence par le biais de l'outil conversation. Et je me ferai un plaisir de poser vos questions à notre intervenant, que nous remercions tous très chaleureusement.
Merci, et merci de votre accueil, merci de votre présentation. Elle est très complète. Alors, j'ai choisi ce sujet ce soir parce que j'ai été effectivement attiré par l'action du Comité français du judaïsme tunisien, parce que je vais parler des institutions. Quand je dis institutions, je parle bien sûr d'institutions communautaires et puis des institutions rabbiniques. Alors, la période clé, elle s'étend à partir d'une date de 1876, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi, et puis après 1876, il y a une autre date qui s'impose, 1881, établissement du protectorat français, légèrement précédé par l'installation de l'Alliance israélite à Tunis, ouverture d'école de l'Alliance, ça va jouer un rôle, là, tout ça. Puis, il y a ensuite ce temps qui s'écoule jusqu'en 1956, où la Tunisie retrouve son indépendance, et 1958, 2 ans après l'indépendance tunisienne, c'est les nouvelles mesures prises par le gouvernement tunisien indépendant par rapport à la communauté. Alors tout cela, on va essayer de le planifier. Alors, d'abord, pourquoi 1876 ? Parce que 1876, c'est encore quelques années avant le protectorat. La Tunisie de cette époque, on appelait exactement la régence de Tunis, qui était naturellement dominée par le pouvoir bellical, un B, a senti que le vent tournait un peu sur le plan politique vis-à-vis de cette régence de Tunis, qu'il fallait entreprendre des réformes. Ça n'était pas facile pour eux, et celui qui y pensait entre autres, c'est un certain Premier ministre tunisien, Kéredine. Il était, on le classe historiquement parlant, parmi ceux qu'on appelle les réformistes tunisiens, mais qui était gêné quand même par le fait qu'il ne pouvait pas séparer ces réformes de la religion islamique, de l'islam. Donc, vis-à-vis de la communauté, il a pris une décision. Il y a un décret qui est sorti en 1876, c'est le début de ma conférence, où il nomme un caïd des Israélites, lui-même, enfin le gouvernement, et il nomme des membres présidés par le caïd des Israélites, des membres qui ont formé la communauté israélite de Tunis notamment, et Touensa et Grana. On sait qu'il y avait deux communautés qui se différenciaient par leur histoire et qui étaient en Tunisie. Donc c'est un modèle où la tutelle de l'État est quand même très présente. L'État tunisien met la main et veut diriger cette communauté. C'est elle qui veut, c'est ce gouvernement qui veut nommer les membres. Mais il y a un autre problème, enfin pour les Tunisiens surtout, et même peut-être pour les Juifs, ce qui va les troubler, c'est qu'à côté, aux frontières de la Tunisie, il y a une Algérie qui est française. Et il y a une communauté là-bas qui s'émancipe. Et c'est ainsi qu'en 1845, je reviens un peu en arrière, des consistoires ont été créés en Algérie pour les Israélites et qui ont été rattachés au consistoire central de France. C'est-à-dire que le judaïsme algérien est rattaché au judaïsme de France. Et d'ailleurs, entre-temps, les Juifs algériens vont devenir citoyens français, que vous n'êtes pas sans l'ignorer, par le décret Crémieux de 1870. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce modèle algérien ? Parce qu'en Tunisie, on va être influencé par ce modèle. Quand je dis on, c'est naturellement quelques notables et tout, mais qui vont agir pour que ce modèle puisse se reproduire également en Tunisie. Et puis il y a l'Alliance israélite. L'Alliance israélite qui voyait le vent tourner un peu en Tunisie, quelques années avant le protectorat, avait installé une première école à Tunis, l'école de l'Alliance israélite universelle, en 1878. Et son directeur, David Cazès, a des projets. C'est-à-dire qu'il vient avec l'idée qu'il y a tout à faire en Tunisie, mais seulement il oublie une chose, c'est qu'il y a des notables tunisiens, juifs, qui ont envie d'agir. Mais là, on ne tient pas tellement compte de ça. On pense que c'est
les Juifs de France, notamment par l'Alliance israélite, entre autres, qui doit agir, qui doit régénérer les Israélites de Tunis. Donc, Cazès demande tout de suite suppression du caïda, plus de caïda, pas de caïd. Et juridiction française, maintenant, et qui doit être appliquée aux Israélites. Il n'y a pas de juridiction particulière. Et il veut, pour le rabbinat, un rabbin français. Un rabbin français qui vient diriger le judaïsme tunisien sur le plan spirituel. Alors, la grande surprise, c'est qu'il y a des notables juifs tunisiens qui vont réagir en se disant « Pourquoi veut-on régler nos affaires alors que nous sommes nous-mêmes des juifs de Tunisie ?» Et il y a un groupe qui réagit, j'ai trouvé ça dans les archives nationales tunisiennes, le groupe Catan. Catan, c'est A-T-A-N, bien sûr, un nom. C'est une famille d'origine algérienne qui avait la nationalité française et qui propose un statut de consistoire pour les Juifs de Tunisie et demande la nomination d'un grand rabbin et plus un consistoire qui serait formé de 10 membres élus au scrutin de liste, des élections pour élire un consistoire. Et Catan arrive à se faire appuyer par une pétition. N'est-ce pas? Il fait signer cette pétition un peu là où il peut. Bref, il y a du mouvement. Et puis, en mars 1887, on sent que la communauté est juste sur place. L'Alliance veut régler ses problèmes à sa place, mais la communauté existe. C'est la fameuse affaire du cimetière israélien de Tunis, le vieux cimetière de l'avenue de Londres, où le gouvernement du protectorat avait l'ambition de transférer la compétence de l'inhumation des Israélites de Tunis à une entreprise française. Là, c'est une révolte. Le cimetière est envahi par de nombreux juifs tunisiens. C'est l'affaire du cimetière. Il y a des émeutes. Et le gouvernement du protectorat est vraiment surpris. Ce qu'il craignait toujours, bien sûr, c'est que les musulmans s'agitent, se révoltent. Et là, il voit que la révolte, en fait, c'est des juifs qui le font parce qu'on a voulu un peu agir à leur place concernant le cimetière. Une entreprise française qui serait chargée des inhumations pour les Israélites de Tunis. Bref, on sent qu'il y a une communauté qui ne demande qu'à agir, qu'à se manifester. Et il y a aussi un autre groupe de notables qui agit, c'est un nom qui reviendra dans la suite de mon exposé, c'est le groupe B6. Donc il y a eu le groupe Catan qui réclame un consistoire. Maintenant, voici un groupe B6 qui appuie également le projet de consistoire. Et il est pour la nomination d'un rabbin français. Alors ça prend un tournant incroyable. Et Cazès commence à s'irriter un petit peu, Cazès, le directeur de l'Alliance. Il se dit, un rabbin français doit être nommé par le comité central de l'Alliance israélite. Ça doit être une initiative de l'État, pas une initiative privée. Pour lui, c'est notable qu'il s'agit, ce sont des personnes privées. Donc, vous voyez, on commence à... Alors, dans tout ça, que pense le gouvernement français? Ben, tout de suite, la réponse arrive des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, qui dit, il prend le modèle de l'Algérie, il dit, il n'est pas question de concentrer toutes les forces juives dans un groupe homogène, car si on prend l'exemple de l'Algérie, dit-il, ça a permis l'apparition de ligues anti-juifs. Il y a eu des émeutes antisémites en Algérie dès l'instant où les juifs ont essayé de s'arranger, de s'organiser. Donc, surtout pas répéter ce modèle en Tunisie. Il y a le risque de constituer un seul corps juif organisé, et la crainte, c'est que du côté des Arabes, on risque d'avoir une demande pour équilibrer cette organisation juive. Les Arabes pourraient demander, et nous aussi, nous voulons constituer une organisation autonome. Finalement, cette agitation donne quel résultat? Il y a un décret du 13 juillet 1888
88 qui décide de créer à Tunis et à La Goulette une caisse de secours pour les jésuites de Tunis. Il n'est pas question de parler de consistoire, mais d'une caisse de secours. C'est simplement pour secourir les indigents, les pauvres, Touensa et Granins, Tunisiens et Livornais. Mais pas de projet de consistoire. Le grand rabbin de France, Zadok Khan de l'époque, propose au résident général, celui qui dirige le protectorat, l'envoi d'une mission, entre guillemets, à Tunis, une mission envoyée par le judaïsme de France pour étudier les projets d'organisation administrative des Juifs et l'installation d'un grand rabbin venu de France. Une mission. Mais le résident général préfère lui répondre, ce serait une mission officieuse, pas du tout officielle, car ça risquerait de créer des antagonismes entre Juifs et Arabes. Vous voyez donc comment se présente le problème. C'est un peu le barbouillement. L'Alliance pensait réaliser des projets par elle-même. Le rabbinat le consistoire le grand rabbin de France pensait lui aussi agir et en quelque sorte mettre la main sur le judaïsme de Tunisie, comme il avait mis la main sur le judaïsme algérien. Et en fait, on n'y arrive pas quand les juifs de Tunisie, enfin les notables, réagissent. Donc, il y a une affaire qui va encore aggraver les relations entre les notables et également l'Alliance israélite. L'Alliance israélite, décidément, commence à se fâcher un peu de l'attitude des Juifs de Tunisie. De quoi s'agit-il? C'est qu'un procès va éclater, un procès entre les notables, la communauté de Tunis et l'Alliance israélite. C'est un procès qu'on appelle le procès de l'immatriculation. De quelle immatriculation s'agit-il? C'est qu'on l'Alliance israélite réclame la propriété de l'immeuble de l'école de garçons de Tunis. Elle dit, cet immeuble est à nous, il faut l'officialiser. Les notables disent non. Le bâtiment, l'immeuble, appartient à la communauté. Donc il y a un procès devant le tribunal mixte de Tunis qui finalement se prononce pour que cette propriété soit en faveur de l'Alliance. Donc ça crée des sentiments de frustration du côté des notables, et notamment chez l'avocat Catan, il y a Gabriel Medina, David Cohen-Taneji, tous ces notables qui se sentent frustrés que l'Alliance ait pu gagner ce procès, qu'on appelait un procès fratricide. Mais on juge quand même qu'il faut se calmer, il ne faut pas montrer au monde qu'il y a des problèmes entre juifs. Donc, en quelque sorte, on arrive à s'entendre entre communauté et alliance, c'est ce qu'on appelait un mariage de raison. On n'a pas le droit de se fâcher. Mais d'un autre côté, il y a un autre problème, les Livornais. Ils réclament, parce que vous savez que la communauté a des ressources, il faut des ressources, notamment la vente des pains enzymes, l'abattoir, n'est-ce pas? Il y a une taxe sur la viande cachère, etc. Mais la communauté livornaise réclame d'avoir une boucherie libre. Elle ne veut pas dépendre de la boucherie de la communauté dans son ensemble. Elle veut sa boucherie à elle et percevoir, comme elle le fait jusque-là, 15% du prix de la viande aux abattoirs cachers. Pourquoi? Parce que dans le monde, les choses sont en train de bouger. Sur le plan international, les Livornais qui sont rattachés, j'allais dire presque patriotiquement à l'Italie, ont un avantage, c'est que l'Italie vient de se retirer de la triple alliance. En effet, il y a des tendances de guerre qui se préparent un peu, donc on signe des alliances à gauche et à droite. Du côté allemand, il y a une alliance qui se signe, qui a été signée entre l'Allemagne et l'Autriche, Hongrie, et puis avec la Russie. Et de l'autre côté, il y a la triple alliance, la triple alliance plutôt, et de l'autre côté, il y a la triple entente, où
il y a la France, l'Angleterre, etc. Ben, l'Italie annonce qu'elle renonce finalement à faire partie de l'alliance avec l'Allemagne, et donc ça lui donne un regain, je vais dire, de prestige vis-à-vis des Français. Donc les Français ne veulent pas fâcher l'Italie, donc ils disent non, il n'est pas question de créer en Tunisie une boucherie libre pour les Livornais, qui continueront toujours à percevoir 15% des taxes sur la viande cachère. Et puis, on réforme le tribunal rabbinique. Bon, là, on fait quelques efforts du côté des autorités du protectorat. C'est-à-dire que désormais, le tribunal rabbinique, qui s'occupera de statuts personnels, de matières civiles et commerciales, pour les différends entre juifs seuls, bien entendu. Et il y a un décret du 28 novembre 1898 qui organise le fonctionnement de ce tribunal rabbinique, qui aura des audiences régulières, que les juges rabbiniques auront un traitement régulier, à part égale, entre le gouvernement tunisien, le gouvernement du protectorat, et le comité de bienfaisance qui a été créé pour les Israélites. Le 11 décembre 1898, le grand rabbin Élie Borgel décède. Et il y a une affluence au cimetière, qui va porter son nom d'ailleurs, présence des autorités officielles. C'est-à-dire que de plus en plus, on commence à prendre en considération, même dans ces moments difficiles, l'existence de cette communauté. Mais du côté français, on ne renonce pas. Le judaïsme de France veut agir encore. Et il propose au gouvernement du protectorat l'organisation en Tunisie d'un séminaire rabbinique pour former des rabbins tunisiens. Mais ce projet ne va pas malheureusement tenir longtemps. Et de plus en plus, cette histoire de rabbinat s'impose de plus en plus ainsi. Eliaou Zira, un certain rabbin Eliaou Zira, devient grand rabbin de Tunisie, mais il va décéder en 1917. Et il y a un rabbin qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Raphaël Arditi, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le cimetière. Ce rabbin Arditi est bulgare, mais il a fait ses études de rabbin en France. Et il vient en Tunisie. Que vient-il faire en Tunisie? C'est pas très clair. Au début, il est professeur d'hébreu à l'Alliance, mais il organise pas mal de conférences, de réunions. On a compris son problème, plutôt son projet. Il espère un jour être le grand rabbin de Tunisie. Alors, donc, jusqu'à maintenant, aucun projet n'est très clair. Aucun aboutissement. Les demandes de consistoire du groupe Catan, du groupe B6, n'ont rien donné. Le rabbin français, il n'y en a toujours pas. Opposition très ferme du ministère des Affaires étrangères. Parce que je vous signale en passant que j'ai fouillé aussi la question au Quai d'Orsay, dans les archives du Quai d'Orsay, concernant la Tunisie. Il y a des différends entre les notables communautaires et les actions de l'Alliance et du judaïsme français. Les notables juifs tunisiens ont une certaine rancœur vis-à-vis de l'Alliance, qui sentent un peu désireuses de les régénérer, c'est-à-dire de les dominer en quelque sorte. Et puis la guerre éclate, Première Guerre mondiale. Les Israélites n'étaient pas astreints au service militaire à cette époque. Et puis, il y a un autre événement, c'est que les Alliés, dans cette guerre, font des déclarations sur le sionisme. C'est l'émergence du sionisme. Déclaration Balfour, etc. Le droit à un foyer national juif. Et il y a des troubles antisémites en 1917 à Tunis. Des troubles antisémites où on voit des tirailleurs tunisiens, qui étaient des soldats tunisiens, qui étaient engagés dans l'armée française par tirage au sort, qui sont en permission en 1917 à Tunis, et qu'est-ce qu'ils font? Ils saccagent les boutiques juives. Il y a des troubles antisémites. Alors d'ailleurs, j'ai fait une conférence il y a quelques années, voilà, je vous présente une petite conférence dans un petit livret, entre autres, de publication. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aux Affaires étrangères, au Quai d'Orsay à Paris,
on réfléchit. On est en pleine guerre. Et miraculeusement, on s'intéresse plus positivement aux Juifs de Tunisie. Ça paraît curieux, il y a une guerre mondiale et on s'intéresse aux Juifs de Tunisie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que on se dit, au fond, ceux qui s'assimilent le mieux actuellement au protectorat, c'est bien les Juifs de Tunisie. C'est assez positif. Et puis, on sent qu'il y a le sionisme qui devient une affaire internationale. Et on peut ne pas se mettre à dos, peut-être les Juifs du monde. Donc, vous voyez que, politiquement parlant, le Quai d'Orsay est en train de revoir sa stratégie. Et il décide, en 1921, d'instituer un conseil de la communauté israélite qui serait formé, un conseil de la communauté israélite élu. Il y aura des élections. On élit d'abord un collège de 60 membres qui, à leur tour, éliront 12 membres, mais avec la présence d'un délégué du gouvernement quand même dans le conseil. Donc la communauté est élue désormais. Les Juifs ont une représentativité. 60 membres élus par les électeurs juifs, les Israélites, pas les femmes encore, et il y a donc des campagnes électorales qui vont s'organiser pour élire ces 60 membres qui, à leur tour, une fois élus, vont élire à leur tour 12 membres qui vont constituer les membres permanents du Conseil de la communauté israélite. Donc, il y a quand même une certaine victoire. Et donc, les premières élections vont se produire en 1921 et sera élu un certain Eugène Bessis. Eugène Bessis, quand on voit le nom de Bessis réapparaître, j'ai une photo peu lisible, peu visible. Est-ce que vous le voyez? Enfin, ce monsieur, autant que vous pouvez le voir, l'apercevoir, c'est Eugène Bessis. Ce sera le premier président élu de la communauté israélite en 1921. Premières élections. Eugène Bessis, quelle tendance a-t-il? Plutôt conservateur. Alors, le premier conseil élu de la communauté israélite, de quoi va-t-il parler surtout? Il va parler de ses rapports par rapport à l'Alliance, qui a des écoles en Tunisie désormais. Il lui demande de bien vérifier à l'enseignement qu'elle diffuse dans ces écoles, car on a l'impression, dit-il, que la religion est en train de perdre pied dans ces écoles. On la néglige de plus en plus pour un enseignement beaucoup plus profane. Donc, on essaie de s'entendre pour que la religion revienne à l'affiche. Janvier 1926, deuxième élection, 5 ans après. Il y a des tendances en plus nettes. Il y a les assimilationnistes, les conservateurs et les sionistes. Donc la campagne devient ardente, il y a des tendances. Alors, Eugène Bessis essaye de trouver un peu sa position dans tout ça. Assimilationniste, sioniste, conservateur. Il va faire une liste qu'on appelle de panachage. Le panachage, c'est-à-dire un mélange de plusieurs tendances autour de son nom. Et il sera élu à nouveau, en 1926. Ensuite, en 1928, le grand rabbin de Tunisie, qui s'appelait Nessim Riahi, je l'ai ici, là, si vous le voyez là. Bon, Nessim Riahi, qui était grand rabbin de Tunisie, décède. Alors à nouveau, on se dit, qui va le remplacer? Un rabbin tunisien ou un rabbin français? Il y a toujours cette volonté, chez certains, de nommer un rabbin français. Le gouvernement du protectorat n'est pas d'accord. Rabbin français en Tunisie, doucement. Hein. Alors, on trouve un certain Youssef Guez, un rabbin. On va dire, lui, pour l'instant, il est tunisien. Bon, on ne sait pas s'il sera définitivement. On va le nommer grand rabbin de Tunisie intérimaire. Et il est appuyé dans cette tendance par le journal L'Égalité de Cohen Ganouna, qui est un journal traditionnaliste. Nouvelles élections, 4 ans après, février 1930.
Eugène Bessis, toujours panachage, etc. Bon, il y a 4 élus seulement des assimilationnistes dont nous allons bientôt parler et qui représentent le groupe qu'on appelle le groupe de la justice, le journal La Justice. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ce journal a été créé au début du XXe siècle par Mardochée Smaja, qui avait combattu, d'ailleurs ça a été l'objet de ma maîtrise en Tunisie en 1970 avec M. Paul Sebaï, il avait combattu pour favoriser la naturalisation des Juifs de Tunisie. Il avait vraiment combattu. C'est un assimilationniste. Et puis, son journal avait disparu à un moment donné. Et maintenant, il y a une nouvelle série de La Justice, le journal La Justice, qui reparaît en 1923, dont l'élément le plus représentatif sera Maître Élie Nataf. Maître Élie Nataf, donc, qui est le grand-père de Claude Nataf, si je ne m'abuse. Et Maître Élie Nataf, donc, est élu en 1934. Alors, Maître Élie Nataf, je vais vous montrer la photo, mais je pense que c'est Jean-Marcel Nataf, donc vous ne pouvez pas le reconnaître. Voilà, Maître Élie Nataf, qui est un grand avocat, qui a pris la suite du groupe La Justice, qui est fortement ancré pour l'assimilationniste, et en 1934, Maître Élie Nataf remporte une victoire éclatante. Il est président de la communauté, Maître Élie Nataf. Alors, malheureusement, il y a toujours le problème du grand rabbinat de Tunis, parce que Yosef Guès, qui était le grand rabbin intérimaire qu'on a eu, décède. Donc, à nouveau, qui va-t-on nommer? Alors, il y a un personnage qui peut s'imposer. Il s'appelle Joseph Cohen. Qui est ce Joseph Cohen? Il est d'origine tunisienne, mais il a la nationalité française et il était grand rabbin de Bordeaux, en France. Donc, il vient ici, il est l'idéal parce qu'il est le mélange, un peu la synthèse. Il est tunisien d'origine, il est français, donc il peut être à la fois grand rabbin français, d'origine tunisienne, il peut arranger tout le monde. Mais donc le groupe de la justice est pour la nomination de ce grand rabbin comme grand rabbin de Tunisie. Mais l'égalité, le journal traditionnaliste, conservateur, est contre. Comme il dit, contre les natafistes. Parce qu'il dit non, ce grand rabbin, c'est pas ça. On veut un grand rabbin vraiment de Tunisie. Alors, que pense le gouvernement du protectorat de ce grand rabbin d'origine tunisienne, qui était grand rabbin de Bordeaux et qui veut être nommé grand rabbin de Tunisie? Le gouvernement du protectorat répond: Son Altesse le B répugnerait à nommer en Tunisie un citoyen français. Il est français, et le B n'a pas à le nommer grand rabbin de Tunisie. Et les nationalistes musulmans qui commencent à apparaître de plus en plus dans la sphère politique tunisienne aussi sont opposés. Donc, le résident général se dit: on maintient la solution intérimaire, on va nommer un autre rabbin intermédiaire. Les choses manquent de précision. 1937, nouvelles élections à la communauté. C'est d'accord. Bon, là, ça marche, on élit. On fait des élections comme toujours. Mais curieusement, en 1937, pour des raisons que je ne connais pas, Maître Élie Nataf, le président, ne se représente pas. Apparaît de nouvelles personnalités, par exemple, Maître Félix Samama, puis des docteurs, Élie Samama, Félix Marouani. Alors, en attendant, pour le grand rabbinat, toujours ce problème qui perturbe les esprits, on voit David Ktorza, qui était un... Voici ici. David Ktorza, qui était grand rabbin de Tunis seulement. Mais on lui dit: vous serez plutôt un grand rabbin de Tunisie intérimaire. On reprend le système d'intérimaire. Et puis dans tout cela, en 1937, quand même une bonne nouvelle,
on inaugure la nouvelle grande synagogue de Tunis. La nouvelle grande synagogue, moi, ça me dit quelque chose, parce que les dates et le lieu me sont très attachés personnellement. Mais enfin, je suis en passant. 1937, ça me dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui est né qui porte mon nom. Et la grande synagogue, c'est dans mon quartier. J'habitais la rue Courbet. Et donc, tout s'est passé dans ce... Je suis vraiment très attaché à tout ça. Et puis, la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, qui éclate en 1939. Et puis, il y a un problème, c'est que déjà en Italie, Mussolini, qui est le guide du parti fasciste, a pris des lois anti-juives en Italie. Alors, ça se répercute sur les juifs livornais en Tunisie, parce qu'on les regarde de travers. On se dit, vous êtes nos ennemis. Alors, les juifs portugais, beaucoup de juifs portugais, j'ai retrouvé des listes, demandent la naturalisation française en Tunisie. Ils sont très gênés par ce qu'a fait Mussolini, ses lois anti-juives en Italie, etc. Et puis, vous savez qu'en Tunisie, on va reprendre les lois de Vichy, notamment concernant certaines fonctions. On interdit aux juifs, moins durement qu'en France, il est vrai, des arrêtés vont être pris concernant les avocats défenseurs juifs, les médecins juifs en Tunisie. Ça va créer des problèmes et c'est des lois anti-juifs en Tunisie. L'occupation allemande en Tunisie va durer 6 mois, de novembre 1942 à mai 1943. Et encore en 1943, à la libération de Tunis, Maître Félix Hamama, le président de la communauté, demande d'abroger immédiatement ces lois raciales contre les juifs, ces arrêtés. Il demande aussi la dissolution de la section portugaise, c'est-à-dire livornaise en fait, parce qu'elle était dans le camp, malgré elle bien sûr, dans le camp des Italiens qui ont perdu la guerre. Mais il y a des sentiments patriotiques qui sont exprimés par la communauté israélite de Tunis, par le conseil de la communauté. On fait des gratitudes aux généraux, général de Gaulle, général Mast, on montre le patriotisme vis-à-vis de la France. Et puis, on va modifier un petit peu l'organisation de la communauté israélite. Il y avait donc, je vous ai dit, 60 membres qui étaient élus et qui élisent à leur tour 12 membres. Désormais, on rapetisse un peu. On ne va plus élire 60 membres, on va élire 40 membres qui vont élire non plus 12, mais 10 membres. Bon, ça paraît un peu moins lourd. Élection de 1947, toujours au Conseil de la communauté, retour d'Eli Nataf, qui remporte une victoire écrasante. Il est président, et comme vice-président, on voit un nouveau personnage, un avocat, Maître Charles Haddad, qui devient vice-président. Il y a Achille Berda, René Cohen-Adria, de nouvelles familles. Et les dernières élections, en janvier 1951, Eli Nataf ne se représente pas et le Conseil des 10 va élire comme président Maître Charles Haddad, qui était dans le camp de Nataf, au point de vue tendance la justice, assimilationniste. Il y a comme vice-président Maître Roger Teman, comme secrétaire Sion Zana. Alors j'ai ici voilà donc voilà, Maître Charles Haddad. Ici, vous voyez Sion Zana. Là, vous voyez Teman, Monsieur Roger Teman, etc., etc. Voilà le nouveau conseil de Maître Charles Haddad, le Conseil des 10, en 1951. Alors, Maître Charles Haddad a un projet. Il me semble quand même que ce projet avait été déjà discuté avec Maître Eli Nataf quand il était président. C'est de créer en Tunisie une fédération des communautés israélites de Tunisie. Qu'est-ce que ça veut dire créer une fédération? C'est-à-dire créer un organisme central de tous les conseils de communautés de Tunisie. Tunis, bien sûr, et aussi les communautés de l'intérieur, Sousse, Sfax, etc., etc.
Alors là, le gouvernement du protectorat reprend ces nouvelles oppositions. Il se dit, pas question, pas d'État dans l'État. État, E majuscule, bien sûr, dans l'État. Ils se disent, créer une fédération, c'est créer un pouvoir juif qui pourrait inciter d'autres pouvoirs à se manifester. Naturellement, ils pensent au nationalisme musulman. Donc, c'est incompatible avec la tutelle gouvernementale. Et les événements, justement, vont se précipiter. 31 juillet 1954, c'est une date qui accorde l'autonomie interne à la Tunisie. Pierre Mendès France arrive à Tunis, signe les conventions franco-tunisiennes qui accordent l'autonomie interne à la Tunisie. Le 17 octobre 54, toujours en 54, c'est la première pierre de la maison de la communauté. Une maison de la communauté est construite à côté de la grande synagogue. Assiste à cette pose de la première pierre le B, Son Altesse le B, le résident général et le premier ministre tunisien Tahar Ben Ammar. Donc ça a l'air bon de s'apesantir. C'est une tendance de... C'est comme si on voulait montrer aux Juifs, bon, on a l'autonomie interne, mais on va être gentil avec vous, on vous reconnaît tel que vous êtes. Seulement, Maître Charles Haddad, qui est réélu, en fait, les élections ne sont plus aussi agitées qu'avant, on craint de trop susciter les susceptibilités des nationalistes musulmans qui ont maintenant repris une partie du pouvoir. Donc il n'y a pas de véritables élections, mais Maître Charles Haddad est reconduit comme président de la communauté. Mais les événements vont se précipiter. 1956, c'est l'indépendance de la Tunisie. La Tunisie obtient son indépendance, alors que Bourguiba ne l'avait pas demandé aussi vite. Mais comme on l'avait accordé au Maroc, qui était un protectorat aussi, on se dit ce qui a été accordé au Maroc ne veut pas ne pas être accordé à la Tunisie, protectorat aussi. Donc, indépendance tunisienne le 20 mars 1956. 1958, on arrive à la date dont je vous parlais tout à l'heure, au début dans l'introduction, pourquoi j'ai choisi cette date. 1958, 2 ans après l'indépendance, on crée la République tunisienne. Il n'y a plus de B, il n'y a plus de monarchie. La Tunisie devient une république. Et une des décisions que va prendre cette République tunisienne, c'est la dissolution du Conseil de la communauté israélite de Tunis. Plus d'élections, plus de Conseil de la communauté. On crée une commission provisoire de gestion du culte israélite, décidée, dont les 8 membres seront nommés par le gouvernement tunisien. Plus d'élections. C'est-à-dire qu'on revient en 1958 à ce qu'avait demandé Kérédine en 1876, quand la Tunisie était encore indépendante, c'est-à-dire mettre sous tutelle du gouvernement la communauté israélite. Donc tout ce qui s'est passé entre-temps est une période particulière où les Juifs ont connu une émancipation des institutions, où il y a eu beaucoup de demandes, à la fois du judaïsme de France, de l'Alliance israélite, qui voulait un grand rabbin français qui voulait mettre la main sur cette évolution. On voulait imiter, reproduire le modèle algérien, où il y avait des consistoires. Et voilà qu'on revient à la dissolution de la communauté israélite en tant que conseil de la communauté israélite. Et puis il y a le fameux discours, toujours en 1958, du 17 juillet 1958, du discours d'Ahmed Mistiri, qui est un secrétaire d'État du gouvernement tunisien, qui vient voir le conseil de la communauté à la grande synagogue, qui fait un discours, et où il lui dit en quelques mots, si vous pensez au protectorat, si vous pensez encore à Israël, il vaut mieux, pour nous comme pour vous, que vous partiez. Donc non seulement on a dissous les institutions communautaires, mais on dit aux Juifs, si vous voulez partir, vous partez. C'est même une manière de leur dire partez. Et puis, 1958 aussi, expropriation du cimetière juif de l'avenue de Londres, le vieux cimetière. On exproprie et on va
établir un parc, le parc qu'on appelle aujourd'hui Habib Tamler. Donc la communauté s'est dissoute en tant qu'institution. On a pu avoir un grand rabbin français. Et donc, vous voyez que cette évolution des institutions communautaires et rabbiniques a connu un parcours très complexe. Le modèle algérien avait constitué une certaine influence, mais des oppositions s'étaient manifestées au niveau du protectorat et des affaires étrangères. Au niveau des tribunaux rabbiniques, on voulait un grand rabbin français, mais on n'a pas pu aboutir à ce projet. Le déclenchement, par contre, de la Première Guerre mondiale, comme on l'a vu, a eu une influence décisive, puisque c'est en 1921, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'on a institué un conseil élu de la communauté israélite de Tunis. C'était une victoire démocratique, j'allais dire, que jusqu'en 1934, on a eu les victoires de Jeanne Bessis, tendance plutôt conservatrice ou de panachage concentré, puis les victoires Maître Elie Natav, victoire des assimilationnistes, de la justice, le groupe de la justice, mais sans pouvoir réussir à nommer un grand rabbin français. On a choisi une formule, le grand rabbin intérimaire. Les projets de fédération israélite, des communautés israélites, les projets de fédération n'ont pas réussi, opposition au gouvernement, pas d'État dans l'État. Et puis, quand il y a eu l'autonomie interne et l'indépendance, c'est la dissolution et du conseil élu de la communauté et la fin de l'émancipation et de l'évolution démocratique de la communauté qui est retournée presque à son statut de 1876. Voilà ce que je vais essayer de dire. Dernier mot. Aujourd'hui, il y a à peu près de 2000 juifs en Tunisie. La communauté de Tunis est en voie de disparition. Les instances communautaires qui existent encore officiellement et les associations juives d'origine tunisienne ont, je crois, un devoir de mémoire à observer, un devoir de mémoire, car notre patrimoine est en péril. Les cimetières, que vont-ils devenir, notamment le cimetière du Borgel? Les synagogues, que vont-elles devenir si on ne les fréquente plus? Voilà, je termine sur cette question, peu optimiste. Voilà. Alors merci cher monsieur Marek pour vraiment cette plongée dans le temps et dans les institutions et l'histoire des Juifs de Tunisie, et puis cette interrogation que vous posez à la fin. Alors au niveau du CFJT, justement, tout est fait pour essayer de préserver cette mémoire, et on a la chance quand même d'avoir la prise de conscience depuis très longtemps, les relais, y compris hors de la communauté, dans les institutions, ici, en Tunisie. Mais c'est vrai qu'il faut sensibiliser, je dirais surtout sensibiliser les jeunes générations aussi à tout ce patrimoine, et ça, c'est essentiel. Alors, merci pour cet exposé qui nous a vraiment appris énormément, qui montre deux choses qu'on connaît, mais qu'il faut toujours rappeler. C'est que d'une part, aucun groupe humain, aucune communauté, fût-ce celle des Juifs de Tunisie, n'est d'un bloc. Vous nous avez rappelé les groupes, les oppositions internes, également, donc vous avez parlé à un moment des trois groupes, assimilationnistes, conservateurs, sionistes. Et ça, c'est intéressant justement quand on rentre vraiment dans le détail, dans ce qu'on appelle parfois même un peu la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire à l'échelle des individus. On se rend compte à quel point ces choses sont compliquées. Puis la deuxième chose que vous nous avez très bien montré, c'est l'importance dans le quotidien de la nationalité, qui n'est pas un statut administratif ou juridique, mais qui est vraiment quelque chose d'éminemment culturel. Et ça, vous nous l'avez remarquablement montré, en plus de tout ce que vous nous avez apporté. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. Vous pouvez les poser par l'intermédiaire alors, soit vous pouvez les poser par l'intermédiaire de la conversation, mais comme on est peu nombreux, je peux vous donner la parole. Alors, monsieur veut parler, je vous en prie. Bonsoir, je suis Maurice Azan. Des choses rapidement. D'abord, un petit détail technique, mais qui a son importance malgré tout. Je pense qu'il aurait fallu prévoir un partage d'écran parce qu'on aurait vu les photos et les documents de meilleure qualité.
Oui, pour monter, parce que là, de loin, on ne voyait pas grand-chose. Mais je vous c'est tout montre à fait aussi. amical. Hein, non, non, mais j'ai Non, compris, non, parce je qu'il y a sais. il Il y y a en une a une, il y technique en qui a une que s'appelle j'ai oublié de vous montrer, c'est la dernière réunion du Conseil de la communauté. Ah, Vous voyez, là, on se dit au revoir, adieu, le dernier conseil. Alors, Bon, vous là, avez ça raison. c'est mon observation pour la partager écran terminé. Qu'est-ce qu'il en est réellement maintenant? D'abord, il y a un grand rabbin. Ce rabbin a autorité puisqu'il fait faire de la nourriture qui est importée en France, en Europe et en Israël, cachère. Est-ce qu'elle a la liberté? Est-ce que ce rabbin peut avoir autorité? Pardon? Justement, aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses se passent aujourd'hui. Parce que là, moi j'ai vu par exemple à Tel Aviv du thon de Tunisie avec la Théouda, avec du grand rabbinat de Tunisie, Haïm. Il y a même si il est nommé, il y a des administrateurs. Moi, j'en connais quelques-uns qui viennent à Paris. Nous les voyons régulièrement quand on faisait la cérémonie, des gens qui venaient de Tunisie représenter la communauté. Et d'autre part, il y a quand même un endroit, la Tunisie, qui, à mon avis, n'a pas changé. Je crois même qui se développe de ce que j'avais entendu, c'est Djerba. Il y aurait même des constructions, il y aurait une communauté. Alors, je voulais savoir à Djerba, parce que comme la Tunisie, Djerba, je veux savoir en Tunisie, à Djerba, ce que vous pouvez en savoir. Et à Tunis, il y a 2000, et comment est organisé? Il y a qui commence à nommer les gens qui étaient là. Il y a même un président qui est décédé récemment. Donc, je ne sais pas si vous en savez un peu plus pour la Tunisie actuelle. Merci, monsieur. Non, pour la Tunisie actuelle, je ne connais pas grand-chose. Et justement, je comptais sur vous pour me renseigner. Parce que moi, j'ai arrêté par la recherche historique. La recherche historique des archives et tout, que j'ai arrêté en 1958 et pas au-delà. Bon, il m'est arrivé de me rendre à Tunis il y a quelques années. J'ai vu le cimetière du bord, notamment, dans un état de dégradation dangereux, j'allais dire. Comme je disais, on est en train de tuer nos morts une deuxième fois. Et or, ça fait partie du patrimoine. Seulement, il y a une association qui s'occupe de ce cimetière, mais est-ce que ça marche? Je n'ai pas l'impression. C'est l'association israélite des cimetières juifs de Tunisie, de Marc Felous. Je n'ai pas l'impression que ce soit très efficace. On veut s'organiser et on n'y arrive pas. Il est vrai qu'en plus, avec la situation sanitaire actuelle. Ah oui, ça c'est autre chose. Non, non, je veux dire, on avait prévu des voyages là-bas et on ne peut pas envisager, on n'a pas de projet là-dessus. Non, mais ce sont je reste au niveau des questions. Sur cette période actuelle, je n'ai pas de réponse. Merci, monsieur. Et à Djerba? À Djerba, ça se maintient bien. Ça, je le sais, j'ai eu quelques échos, ça se maintient bien. Il y a une tradition qui est très forte. Jean-Marcel a sans doute des éléments à nous apporter. J'ai des chiffres, oui. Alors, en fait, il y a maximum 2000 juifs dans toute la Tunisie, grand maximum, et on se rapproche plus des 1500 en réalité. Ouais. Et il y a à peu près 1000 juifs à Djerba. Il y en a un peu à Zarzis. Et sinon, en réalité, à Tunis même, vous avez allez, 300 juifs à tout casser. Donc, c'est vraiment la fin. Nabol, il n'y en a plus. Sousse, je crois qu'ils n'ont même plus Minyan. Il y a un avocat, Yves Camille, qui est sur place, mais il fait partie, c'est un dernier des Mohicans. Donc, à mon avis, c'est entre 1300 et 1500. Maintenant, à Djerba, il y a des naissances. Il y a des naissances. Voilà. Ils ont récemment inauguré un lycée pour jeunes filles. Il y a une yeshiva qui fonctionne très bien. Il y a effectivement il y a beaucoup d'études. La vie religieuse est intense. Vous avez des sofrim, des shoretim. Ouais, voilà, il faut aller à Djerba pour vivre un judaïsme authentique. Mais qui est différent quelque part au niveau des minagim quand même du judaïsme tunisien. Mais voilà, au niveau des chiffres, c'est vraiment entre 1300 et 1500 environ. Voilà. Mais le vrai problème actuellement, c'est préserver le patrimoine pour
montrer Alors, les traces de notre présence. C'est ça. C'est qu'on risque de voir notre patrimoine disparaître et ainsi, on n'aurait aucune trace de notre présence pluriséculaire, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'occupent du patrimoine. Alors, nous, au sein du CFJT, on est en train de numériser tous les écrits des rabbins de Tunisie. Là, on a numérisé 1200 ouvrages. On a encore 200 ouvrages à numériser qu'on n'a pas. On est en train de les chercher. On connaît leur existence parce qu'ils sont cités dans des sources. Donc, il nous en reste 200. Et puis, nous avons numérisé 300 manuscrits originaux en malak. Donc, on arrive à peu près à une source de 1500, 1600 ouvrages et manuscrits. Je crois qu'actuellement, on a la bibliothèque la plus complète, même davantage que la Yeshiva Kserahim. Voilà, on veut vraiment perpétuer ce patrimoine rabbinique parce qu'il est de premier plan d'un point de vue de la Torah, et ça, Victor Ayoun peut nous confirmer aisément, mais du point de vue aussi de l'histoire, vous avez dans des espèdes, vous avez des oraisons funèbres où il y a énormément de renseignements sur les personnages, vous avez des renseignements historiques, des renseignements sociologiques, des renseignements d'ordre linguistique, pour ceux qui s'intéressent à la linguistique. Donc, ce patrimoine, on est en train d'essayer de le sauver. On est en contact avec Moshe Uzan, qui est le secrétaire du Grand Rabbin de Tunisie. On est encore en ligne avec lui tout à l'heure concernant des manuscrits qui sont à la rabbanoute à Tunis. Parce qu'on va lui envoyer un scanner pour tâcher de numériser le maximum de choses. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, on a offert récemment un scanner très perfectionné au Rav Moshe Didi, qui travaille avec nous, donc que connaît Victor Ayoun ici présent, pour numériser le maximum de choses, pour préserver et assurer une transmission. Après, ce patrimoine, il y a les livres, il y a aussi les minagim, les coutumes. Là, j'ai reçu avant Rosh Chodesh ce qu'a écrit Victor Ayoun. Donc, merci à lui de perpétuer de ses écrits sur cette transmission du patrimoine religieux. Puis il y a le patrimoine historique, il y a beaucoup de choses. Il y a les synagogues, mais ça… Bien sûr. Je voulais dire aussi une chose. Vaste débat. C'est que, à travers la conférence que je viens de faire, je voulais voir aussi que, je pense que vous l'avez réalisé, que dans cette courte période, finalement, de 1876 à 1958, très riche, les Juifs ont évolué, se sont émancipés à une vitesse incroyable. Ils se sont émancipés, ils sont arrivés à la démocratie. Ils auraient pu poursuivre, bien sûr, si les événements historiques auraient été différents. Mais il faut retenir ce moment clé où ils se sont émancipés. De nouvelles élites sont apparues, des nouvelles tendances sont apparues, et ça a été la richesse psychologique et politique de cette communauté, qui naturellement, à côté du patrimoine dont vous parlez, qui est fondamental, il y a aussi cet état d'esprit qui va vers l'élévation, vers la démocratie. Et ça, c'est une caractéristique de notre communauté qu'il faudra en tout cas retenir et que j'ai essayé de décrire aussi dans mon livre, Les Juifs de Tunisie, histoire d'une émancipation, parce que pour moi, c'est le mot-clé. Mais maintenant, nous n'en sommes plus là, il y a le devoir de mémoire. Voilà. Et vous contribuez beaucoup à préserver, tant mieux, tout ce que vous faites. On est très, très touchés par ce que vous faites là, au Comité français du judaïsme tunisien. Et c'est ça il faut réaliser comment nous avons vécu. Il faut maintenant réaliser que nous avons à préserver. Merci beaucoup. Alors, avant que je reprends la parole là, vous avez vous-même fait un état. Vous avez fait, à un moment donné, fait un état des lieux. Allô ? Oui. Un état des lieux quant à l'arrivée de Cazès dans ses premiers rapports sur l'état où était la communauté et où étaient les Juifs tunisiens. Vous disiez même, je crois que c'est de sauvageons, ils étaient des gens malpropres. Donc, c'est à partir de ces informations-là qu'on peut voir comment cette communauté est arrivée au niveau où elle était à la fin. Et exactement. Maintenant, cette lettre de Cazès fait l'état des lieux au départ
de ce qu'étaient les Tunisiens, les Juifs tunisiens. Oui, c'est vrai que ça a été important. Oui, il y avait une tendance, il faut le dire, entre juifs différents, les juifs de France, représentant du moins une certaine branche du judaïsme français, le grand rabbinat comme le grand rabbin Je ne sais Zadok. pas où il est, ferme la porte. Comment? Pardon, Je veux parler à mon fils. Ah, d'accord. Il y a eu cette tendance à vouloir faire la régénération, c'est le mot qu'ont employé les Juifs de France, les institutions juives de France, régénérer la communauté juive de Tunis. C'est-à-dire qu'ils nous ont pris, bien sûr, pour des gens en retard. Bon, il y a eu des mots qu'ils ont dit par rapport à nous qui ne sont pas très agréables à retenir. Et David Cazaès était venu, David Cazaès, le premier directeur de la guerre césaride, était venu un peu dans cet état d'esprit. Donc, il considérait qu'il n'y avait pas de gens capables en Tunisie pour entreprendre des réformes, se régénérer, etc. Il y a eu cette tendance-là. Mais justement, ce qui est miraculeux, c'est une réaction. Il y a eu une volonté de montrer, non, nous sommes très capables de faire des tas de choses. Donc, il y a eu des affaires, des fois, des frictions. L'affaire de l'immatriculation a été un long procès, je n'ai pas eu le temps d'en parler sans arrêt, entre la communauté de Tunis et l'Alliance israélite. C'est passé au tribunal. Bon. Il y a eu aussi des émeutes au cimetière juif de Tunis, le premier, celui de la Rue Blonde. Il y a eu donc des réactions. La communauté a montré qu'elle était capable de réagir et d'aller vers de nouveaux chemins. Mais aujourd'hui, est-elle capable, en tout cas, ceux qui descendent de cette communauté, sont-ils capables de préserver les traces de leur présence en Tunisie? C'est toute la question. C'est toute la question. Et ce que fait Jean-Marcel Nataf dans son comité, c'est très, très important. Très important. Et il faut aller encore plus loin, notamment l'histoire du cimetière. Mais le patrimoine est fondamental. Voilà, moi, ce que je pense un peu de tout ça, quoi. Est-ce que je peux dire un mot encore, Monsieur le Président Oui, je peux parler, dire un mot. Vous savez qu'il y a deux projets, enfin 2 ou 3 importants qui essayent de créer un musée du judaïsme qui est en train d'engranger le patrimoine. Il y a des donations. Vous connaissez ces 2 projets. Oui. Il y a 2 projets. Il y a en France, il est, je crois, actuellement, évidemment, vu la situation sanitaire, mis en repos pour quelque temps, mais il y a des projets qui paraissent sérieux. Il y en a en France, il y en a en Israël, il y a des projets qui veulent récupérer le patrimoine de Tunisie et pouvoir en faire un musée. Oui. Voilà. Mais celui de France, qu'il est là, il s'appuie sur la Tunisie qui apparemment ne donne pas réponse à la demande. Enfin, je sais qu'il y a des projets, j'en sais pas plus, mais il y a des gens qui y pensent. C'est un musée pour les séfarades, c'est pas uniquement pour les Tunisiens. Ah, il y a non, excusez-moi, non. C'est Farad. C'est pour le Tunisien celui-là, puisqu'on recueille les séfarades. Je ne sais pas de quel séfarade vous voulez parler. Ah, oui. Des Marocains quand même. Tous les Juifs qui ont vécu dans les pays musulmans. Pardon? Ah oui, non, moi j'entends parler de M. Mamou, je crois, ou un truc comme ça. C'est des gens qui sont des… Lucette Valenzi aussi. Pardon? Lucette Valenzi. Oui, c'est ça, voilà, absolument. Mais on en parlait jusqu'à l'arrivée de la crise sanitaire. On en parlait, j'ai assisté à des réunions moi-même. Ah oui, d'accord. Je suis au courant de ce projet de musée. Parfait. Naturellement, parfait. Il faudrait que du côté tunisien, le projet puisse passer, parce qu'il y a eu des moments où c'était assez raide, disons. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, chers amis. Victor Ayoun. Voilà, bonsoir. Et bonsoir. Salut Armand, Albert. Et c'est un salut. D'entendre ton exposé. En fait, en parlant de la sauvegarde du patrimoine du judaïsme de Tunisie, c'est vrai qu'il y a des activités en France, c'est vrai qu'il y a des activités en Israël, il y a
certaines activités qui essayent de se faire en parallèle entre la France et la Tunisie. Pour ce qui est d'Israël, à part le travail fabuleux qu'a fait le rabbin Moshe Didi qui coopère avec vous, il y a aussi un garçon, Benjamin Fenesh, qui est d'origine de Ben Garden, du sud, à la frontière libyenne, qui habite à Jérusalem et qui a créé un site internet, groupe WhatsApp, dans lequel il publie énormément d'informations, surtout sur tout ce qui est rabbinat et publication rabbinique dans le sud de la Tunisie. Très souvent en hébreu, aussi en français, et ça fait déjà quelques mois qu'il a commencé à publier un magazine en hébreu qu'il a appelé Otsrot Yahadut Tunisia. On n'entend pas bien là. Otsrot Yahadut Tunisia, c'est-à-dire les trésors du judaïsme de Tunisie. Cette brochure, ce magazine est publié une fois tous les 3 mois. Ça, c'est le premier. Le second, qui était dédié à Asher Mizrahi. Et il y a un troisième qui vient d'être publié. C'est quelque chose de très riche. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'informations très intéressantes. Donc, à part le travail de Benjamin Binyamin Fenesh, il y a aussi un travail qui se fait de manière très, très, très discrète par notre ami Roland Felous de Batiam. Et Roland Felous, en fait, ça fait des années qu'il accumule des informations sur le judaïsme de Tunisie et il a décidé d'accumuler des informations sur des rabbins de Tunisie. Sur les rabbins de Tunisie, déjà, Rabbi Binyamin Akohen, qui se trouve dans le sud, dans un rabbin d'un Moshav dans le sud d'Israël, a publié il y a quelques années Malchet Tarshish. Malchet Tarshish, c'est les rois de Tarshish, c'est-à-dire les rabbins de la Tunisie. Et il a surtout publié une nomenclature des rabbins qui ont publié. Or, tous les rabbins qui étaient en Tunisie n'ont pas tous publié. Et Roland Felous a décidé de s'atteler à publier les rabbins qui ont fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui nous ont enseigné au Keteb. Et ceux-là, en fait, ils ont formé des générations de personnes qui ont appris les prières, qui ont appris la liturgie juive tunisienne, et on n'est à même pas une semaine et demie de Pessah, c'est aussi la liturgie de la lecture de la Haggadah. Donc tout ce que nous savons, y compris tous les piyutim et toutes les prières très particulières du mois de Tishrei, on les a appris au Keteb. Chez qui? Chez les rabbins qui nous ont enseigné, et ces rabbins restent quasiment inconnus. Alors, moi, j'ai grandi à la Goulette. Il y avait Rabbi Nassim dans le Bratel. Il y en a d'autres qui ont grandi à l'Ariana. Ils avaient Rabbi Breitou, et ainsi de suite. Dans chaque ville, il y avait des rabbins qui ont marqué des générations. Alors, Roland travaille là-dessus. Chacun d'entre nous travaille sur un sujet et un autre. Pour aller au cinéma ou au concert. Dans le commerce, beaucoup ont mis la clé sous la porte. Du coup, les loyers ont baissé au salon. Ok. Si je me permets juste un petit détail concernant le travail que je fais actuellement, ça fait déjà quelques bonnes années, près de 18 ans que je travaille sur les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah originaire de Tunisie. Et je travaille aussi sur une sorte de dictionnaire des prénoms judéo-arabes tunisiens, masculins et féminins, avec leur étymologie, avec le développement, comment, par exemple, Rachamim est devenu Hmeinou,
et son parallèle en français, c'est Clément, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses aussi dans ce domaine. En France, je sais qu'il y a l'équipe qui est composée de, autant que je sache, au moins 4 personnes, avec le professeur Marc Felous, avec Jocrieff, avec Bernard Alali et Pierre Mamou, pour essayer de sauvegarder les cimetières en Tunisie, en faisant des visites, en photographiant les pierres tombales. Il y a des gens qui développent tout un sujet qui est transcription des épitaphes. Il y a énormément à faire. Et l'essentiel, c'est de faire, et l'essentiel, c'est de se donner la main quand on peut s'entraider. Ça, c'est très important. Parce que, de toute manière, nous sommes la génération charnière qui a connu la Tunisie et qui aujourd'hui connaît la France ou Israël. Et c'est très important de sauvegarder ce sur quoi nous avons grandi. Exactement. Razak. Alors, Très bien. Pour vous rassurer, on est en contact avec Binyamin Fenesh assez régulièrement. D'ailleurs, dans le prochain numéro, il parlera donc du Centre français du judaïsme tunisien et des avancées qu'on a pu faire grâce effectivement à l'excellent Moshe Didi. Et d'ailleurs, je vous signale qu'en fait, il semblerait que nos rabbins tunisiens ont beaucoup plus écrit que les rabbins, par exemple, algériens ou marocains, et qu'ils étaient tous formés, quel que soit leur niveau, à coucher sur le papier leurs idées. Et donc, on a beaucoup plus d'écrits que nos voisins. Il semblerait qu'au Maroc, surtout les grands rabbinimes qui écrivaient, ce qui n'était pas le cas en Tunisie. Ils étaient dès leur plus jeune âge formés à l'écriture. Et justement, ça me permet de vous annoncer qu'on aura une conférence le 16 juin prochain sur Zoom par Arié Belliti, qui est élève rabbin, qui est celui qui rédige chaque semaine le flash paracha que vous recevez. Donc, le titre de sa conférence, c'est « Le renouveau de l'étude de la Torah grâce à l'authenticité des sources du judaïsme tunisien ». Donc, justement, ce patrimoine qu'on veut sauver et transmettre pour faire connaître, en fait, ce à quoi nous avons été, enfin, nous un peu moins, nous sommes nés en France, mais nous avons été nourris de cette sève. Voilà. Et du moment que tu me dis que vous êtes en contact avec Binyamin Fenesh, alors je vais te dévoiler un petit secret. Oui. Tu vas le contacter demain et le féliciter parce qu'hier soir, il a marié sa fille. Ah, alors je vais l'appeler alors. Après le confinement et donc les premiers événements, les premières festivités qui se font avec plus de 20 personnes, en fait. Voilà. Ah, c'est magnifique, magnifique. C'est bien, bravo. Ouais. Alors, je réponds à Albert Marek. Pourquoi Elie Nataf ne s'est pas représenté en 1900, après à la fin de son mandat, donc en décembre 1937, il a terminé par l'inauguration de la grande synagogue de mémoire, parce que moi je ne suis pas historien, je crois que c'est le 23 décembre 1937, c'est qu'en fait, il devait quand même reprendre son cabinet d'avocat. Étant avocat, je peux vous dire que lorsqu'on se disperse, les clients ne vous trouvent pas et donc c'est quand même gênant. Et c'est parce que c'était son tour en réalité pour devenir bâtonnier. Il y avait, selon les générations, on dit c'est à toi de te présenter au bâtonnat. Et donc en juin 1938, il a été élu bâtonnier de l'ordre des avocats de Tunis. Et c'est pour cette raison. Donc je tiens de la tradition familiale qui ne s'était pas représentée et donc s'est représentée après la guerre en 1947, si ma mémoire est bonne. Voilà. D'accord, merci. Je vais noter ça. Je vous en prie. Je vais noter. Un petit détail. Oui. Je ne sais pas si je dois t'appeler Albert ou Armand, parce que moi je te connais surtout Armand. Alors... Ça dépend, on m'appelle Albert ou Armand selon les relations que j'ai. Mais écoute, disons Armand, ce sera plus simple. J'ai peut-être raté quelque chose parce que j'étais dehors, nous avons fait des courses pour Pessah et je suis arrivé un peu après le début. Je ne sais pas si tu avais rappelé la fameuse pétition de 1928 pour ne pas nommer un grand rabbin qui vient de France pour les Juifs de Tunisie. Si. Et pour moi, personnellement, cette pétition, c'était
le pied à l'étrier dans le début de mes recherches. J'étais un Shabbat à Jérusalem et j'ai décidé de prendre une journée de congé et je suis resté dimanche. Et le lendemain, je suis allé à l'Institut Ben Tzvi et j'ai rencontré Robert Attal, Zichrono Livracha, et je lui dis que je suis intéressé, que bon, je commence un peu à toucher à ce qui concerne le judaïsme de Tunisie. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Il m'a fait asseoir devant une visionneuse de microfilm dans laquelle il a fait passer les pages de cette pétition par ville. Étant donné que mes parents étaient de Nabeul, j'ai été intéressé de voir qui était signataire à Nabeul. Et donc, j'ai vérifié. Bon, bien entendu, c'était des notables, il y en avait 91, je me rappelle, et je reconnaissais les gens qui s'y trouvaient parce que j'avais reconstitué déjà la généalogie des Nabeliens, donc je savais qui était qui et qui était relié à qui, etc. Mais je me suis rendu compte d'une chose intéressante. Les personnes qui ont signé et qui ont marqué leur nom l'ont fait tous en cursive hébraïque ancienne qu'on appelle le Ma'alaq. Ah, d'accord. Voilà qu'il y avait une personne qui se trouvait avec moi ce jour-là et il m'a dit, tu sais quoi, je voudrais qu'on voit la feuille de Béja, parce que cette personne était de Béja. Et quand on est rentré dans la liste des Béjaois qui ont signé, là, c'était très intéressant. Et ça nous montre des fois à quel point, d'après la position géographique d'une communauté, l'influence française était plus ou moins présente. Et voilà que la liste de Béja était écrite entièrement en français. Des petits détails comme ça qui nous montrent je comprends, comment les choses progressent dans chaque endroit. Alors, une information, le grand rabbin Joseph Cohen, figurez-vous que j'ai rencontré il y a quelques années son fils et qui avait retrouvé toutes les correspondances entre son père, le grand rabbin Cohen, et son frère, donc, qui s'appelait Rémi Blacha Cohen, et toutes ces correspondances étaient écrites en malak. Voilà, pour montrer qu'il était quand même resté très proche de ses racines. Moi, je suis resté en Tunisie jusqu'en 1967. Mes grands-parents et mes oncles et tantes étaient en Israël depuis 49-50. Et si mes parents n'étaient pas partis, c'est à cause de moi. J'étais bébé et ils ne pouvaient pas, ils sont dit, il ne pourra pas faire une traversée en bateau plusieurs jours, etc. Avancez et on avance. Et on vous rejoint, pardon. Et ils les ont rejoints 20 ans plus tard. Mais tout ça pour, comment dirais-je, j'ai un peu perdu le fil, l'histoire du Ma'alaq. Mon père correspondait avec mes deux grands-pères en Ma'alaq. Et chaque fois qu'on recevait une lettre à Tunis par le truchement de la France, on attendait que papa rentrait le soir du travail pour s'asseoir autour de lui à table et l'entendre nous lire le contenu de la lettre de l'un de mes deux grands-pères. Et toujours, le premier mot, c'était Basar Tail. Basar Tail, c'est Be'ezrat Ha'el. Be'ezrat Ha'el, c'est le Bassad, Besidrat Dishmaya. C'est-à-dire, avant de commencer à parler et avant de détailler ce qui se passe dans la famille, etc., avant tout, avec l'aide de Dieu. Amen. Oui, vous voyez là? Oui. Bon, vous me voyez là? Oui. Parce que là, On vous voit très bien. Ah, tant mieux. C'est ce qui compte. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ou intervention? Bon, bah alors, il ne nous reste plus qu'à remercier notre intervenant et puis tous ceux qui ont pris aussi la parole, qui ont apporté de très, très précieuses indications. Merci à tous. À bientôt donc, pour une prochaine conférence. Et puis, voilà. Merci à vous. Encore merci à tous et merci à notre intervenant. Merci. Au revoir. Merci pour votre accueil. Et à tous. À bientôt. Pessar sa mère. Bonne fête de Pessar. Oui. Bonne fête. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, Monsieur Marek.